et pas simplement d'affronter tout d'un coup une histoire particulièrement embrouillée, qui est celle du dernier demi-siècle, disons, sans l'idée de ce qu'il y a avant. Et justement, je crois au contraire qu'on ne comprend rien si on part du maintenant pour se retourner vers l'histoire récente, sans replacer cette histoire récente dans une histoire de beaucoup plus longue durée, où les prémices et les éléments fondamentaux sont posés préalablement. Ces éléments fondamentaux de l'histoire européenne comme sortis de la religion, ils sont au nombre de 3. Le politique, on vient de parler, je n'y reviens pas. Le droit, pas simplement au sens technique des juristes, pas le droit positif, comme on dit, mais le droit dans l'acception fondamentale du légitime. Qu'est-ce qui fait droit? Et la modernité, c'est l'invention d'un nouveau droit. La légitimité, c'était, à l'échelle des communautés humaines, tout autant qu'on les connaisse, ce qui vient d'au-dessus et d'avant. La tradition, l'exemple du passé, les dieux, les ancêtres, en tout cas les personnages surnaturels qui sont source du vrai droit, qui justifient les institutions et les conduites telles qu'elles sont. La modernité, c'est l'invention de ce nouveau droit qui se résume dans un tout petit axiome: il n'y a en droit que des individus également libres, ce que nous appelons les droits de l'homme, qui ont toute une histoire compliquée dans leur genèse, et dont je crois précisément que le ressurgissement dans la période récente, après quelques aventures et un assez long enfouissement, représente un élément clé de notre situation. Et ce n'est pas tout. Troisième élément, l'histoire. Ce que nous appelons par commodité histoire. Alors, évidemment, toutes les sociétés humaines sont historiques, pour la simple raison qu'elles changent et ne peuvent pas ne pas changer. Mais elles ont beaucoup essayé de ne pas changer. Et on en a encore des exemples frappants dans des civilisations d'aujourd'hui. La particularité de la modernité, c'est le fait que les sociétés non seulement changent, comme celles qui précèdent, comme toutes celles qu'on a connues, mais qu'elles choisissent de changer et de s'organiser en vue de leur propre changement. C'est ça qui fait naître l'idée d'histoire, au sens moderne, très récemment, autour de 1800. Histoire se met à désigner à ce moment-là, c'est le concept synthétique qui désigne l'ensemble des données de l'évolution humaine à travers le temps. Et cette notion-là n'existe pas. Question à partir de là, c'est la question qui va dominer le 19e et le 20e siècle. Quel sens donner à cette histoire? C'est-à-dire, pourquoi nos sociétés entreprennent-elles de se changer par un travail délibéré sur elles-mêmes? Le facteur crucial étant que ce changement, cette autoproduction des sociétés, va les vouer à l'économie. Parce que la manière pour les sociétés de se changer, c'est d'abord de changer par le travail, de changer par la production matérielle, mais qui est une, comme Marx l'avait très bien, le jeune Marx en particulier l'avait très bien compris, une manière de travailler sur soi. On travaille pour faire des objets, mais ces objets, ces marchandises, changent la vie collective en son entier. J'insiste sur ce point parce que généralement, le point le plus obscur de nos sociétés, c'est la place qui tient l'économie. Il y a un mystère de l'économie. Toutes les sociétés, depuis qu'elles existent, travaillent pour vivre. C'est la loi. Tu gagneras ton pain à la sueur de son front. C'est pas une idée très dingue. Mais nous avons fait de l'économie
un secteur à part et un secteur doté d'une dynamique absolument irrésistible qui, en fait, est devenue une sorte de loi d'airain de nos sociétés. Pourquoi? Alors, il y a l'interprétation marxiste classique, hein, c'est la dynamique de l'accumulation du capital, qui comporte descriptivement beaucoup de vérités, mais qui ne répond pas à la question pourquoi cette dynamique de l'accumulation du capital, le capital n'étant pas une sorte de diable qui à un moment de l'histoire humaine serait sorti de sa boîte pour venir nous tirer par les pieds. Nous en remettons à ce processus économique en fonction d'un projet beaucoup plus large qui est précisément ce projet de production de la société, de travail de la société sur elle-même pour se changer. Et c'est ça qui fait que nous sommes dans l'économie. Si on a ces trois fils conducteurs de l'histoire moderne, on voit, je crois, assez bien que ce qui caractérise les 40 et quelques dernières années que nous venons de traverser, c'est une sorte de libération de ces trois éléments. Politique, on vient d'en parler, j'y reviens pas, mais le droit, ô combien. Nous sommes dans un moment, dans un nouveau moment des droits de l'homme. Il y en a eu deux. Le moment révolutionnaire, la Révolution américaine, la Révolution française, et à ce moment-là, l'interprétation qu'on donne de ces droits, c'est tout simplement la politique. C'est ce qui crée la politique au sens moderne, c'est-à-dire la souveraineté du peuple. S'il n'y a grand droit que des individus, le pouvoir légitime ne peut résulter que de la volonté de ces individus manifestés comme citoyens. On a une lecture purement politique des droits de l'homme. Ça, c'est le premier moment des droits de l'homme. Le nôtre est très différent. Je dirais, on pourrait dire, c'est le moment social des droits. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement du pouvoir politique, ça c'est acquis, le suffrage, la protection des libertés fondamentales, mais c'est la lecture de la société à partir des droits des individus. Et s'il y a un droit des individus, cela veut dire que les rapports entre eux ne peuvent résulter que de leur libre accord. C'est le principe généralisé du consentement. Ce principe du consentement, la nouveauté de la période où nous sommes, c'est qu'il s'applique à l'ensemble des relations sociales. L'institution qui a subi par excellence le choc de ce second moment des droits de l'homme, c'est la famille. La famille qui continuait dans notre monde, en dépit de tous les progrès des libertés, a constitué une unité contraignante pour ses membres avec une hiérarchie des sexes et des générations qui était destinée précisément à établir cette unité. La révolution contemporaine de la famille, c'est sa contractualisation, tout simplement. C'est-à-dire l'idée qu'elle ne peut reposer que sur la liberté des partenaires. Alors, passe encore quand il s'agit de la liberté des sexes, hommes et femmes, ça on arrive à le faire. Là où ça se complique, c'est quand on arrive au domaine de l'éducation. Parce qu'effectivement, s'il n'y a plus de hiérarchie des générations, et en droit il n'y en a plus, comment fait-on? C'est là où on voit comment l'histoire avance en ouvrant de nouvelles questions. S'il y a un tel problème de l'éducation dans nos sociétés, c'est précisément là que ça se rattache. La source en est juridique, non pas au sens technique du droit, encore une fois, des avocats ou des juges ou des législateurs, mais au sens fondamental de la conscience que les acteurs sociaux ont de leurs droits. Et puis, dernier point, nous voyons aussi que nous avons affaire à une révolution généralisée de l'économie. Non seulement, alors là, elle a pris le pouvoir, d'une certaine façon, sans que nous comprenions très bien pourquoi. C'est alors, on peut donner toute une lecture, et il faut le faire, évidemment, technique, de la financiarisation, du changement technologique, du changement d'organisation des entreprises et du fonctionnement du monde marchand en général, mais ça va bien au-delà. Et l'une des choses que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est précisément
la raison d'être de cet économisme déchaîné qui s'est installé dans nos sociétés et qui a à voir avec ce qu'on peut appeler une radicalisation de la modernité, c'est-à-dire la libération complète de cette ancienne structuration religieuse au profit d'un nouveau mode de fonctionnement de nos sociétés, une structuration autonome, celle-là, par opposition à l'ancienne structuration hétéronome, qui donne à ces composantes structurelles de la modernité une dimension qu'elle n'avait pas jusqu'auparavant. Alors qu'il s'agisse de l'histoire, de l'économie ou du droit, ce qui relie les trois, vous en avez déjà un peu parlé, c'est l'individualisation croissante. L'individu est un soi, un soi-même de droit. Et du coup, ça remet en question, et ça vous le développez dans votre livre, ce rapport de l'individu à la communauté. Puisque finalement, le schéma s'est complètement inversé entre ce premier moment des droits de l'homme, mettons la Révolution française, 89-93, le rapport s'est inversé entre l'individu et la communauté, puisque l'individu en vient à exercer et à réclamer ses droits contre elle, ou en opposition à elle. Pour ce qui s'agit de l'histoire, il y a aussi des développements assez intéressants, puisque vous écrivez que non seulement les hommes ne savent pas l'histoire qu'ils font, mais la notion même d'histoire perd sa consistance. Ce qui est quand même un petit peu problématique, puisque ça induit aujourd'hui un nouveau rapport au temps. Donc on a perdu ce que vous appelez l'unité sacrale, mais on a perdu l'unité là du temps. Ce qui veut donc dire que le rapport au passé, au présent et à l'avenir est complètement différent, et que désormais, ce qui importe, et ce qui nous lie, ce qui nous tient, même malgré nous parfois, c'est l'actualité. Alors comment faire pour retrouver des repères alors qu'on voit bien que ce foisonnement qu'est l'actualité, qui se renouvelle en permanence, manque totalement de sens, et de sens du mot. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, justement. C'est que je suis comme tout le monde dans l'actualité et j'en tire la même conclusion que tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe? Je les rencontre plus rien. Parce qu'un jour passe l'autre, un nouveau sujet prend la place de ce qui précédait comme décisif, et au bout du compte, on vit dans une sorte de chaos mental, parce que néanmoins, pour nous, la temporalité, c'est l'insistance du passé et le souci de l'avenir. De l'expérience du temps, depuis qu'elle existe, et il y a de raisons de penser qu'elle est bien enracinée de l'humanité, c'est un problème. Le temps, c'est trois choses très difficiles à tenir ensemble, en fait. Un acquis du passé qui est là, même si on n'y pense pas, qui peut même être là très inconsciemment, c'est là où il est le plus fort, c'est le vécu dans un présent qui est la chose du monde la plus indéfinissable qui soit, puis Saint-Augustin, c'est bien établi dans la philosophie, et c'est néanmoins le souci de ce qui va advenir demain, après-demain, et dans l'humanité, depuis toujours, la temporalité s'incarne dans un personnage de quelque importance qui est l'enfant. Dans quel monde vivront mes enfants? Il y a au moins ce souci-là du futur, toujours. Et quand on n'a plus d'idée claire du futur, on est très inquiet pour ce qui deviendra du monde de ses enfants. Alors, l'humanité a réglé ce problème embêtant depuis toujours par une formule qui est la formule religieuse par excellence, la tradition. Pas la tradition au sens des coutumes folkloriques que tout le monde connaît, la tradition au sens fort, ce qui fait loi, ce qui est légitime, ce qui fait modèle dans nos sociétés vient du passé. Et nous avons à obéir à ces modèles parce qu'ils sont les grands modèles. Et après tout, dans la culture européenne, il n'y a pas si longtemps, le classicisme a hypostasié cette idée sous une forme nouvelle. L'Antiquité nous a légué des modèles insurpassables. Tout ce que nous pouvons faire de mieux, c'est les imiter. Quand vous êtes dans le monde de la tradition, le problème du temps est résolu.